Votre mère, qui adorait autrefois préparer des tartes, a soudainement cessé d'approcher le four, et votre père, ce pêcheur passionné, n'a pas touché à sa canne depuis 6 mois. Vous les appelez, vous demandez comment ils vont, et vous obtenez un « ça va » monosyllabique. Mais vous n'entendez ni joie ni chaleur dans leur voix. Vous pensez que c'est juste la vieillesse, la fatigue, les petits maux liés à l'âge. Et si je vous disais que ce sont peut-être des cris d'appel à l'aide silencieux que vous n'arrivez pas à entendre? Aujourd'hui, nous allons parler d'une épidémie tranquille que l'on a tendance à mettre sur le compte du caractère ou des années. Nous allons parler de la dépression du sujet âgé ou dépression gériatrique. Et je vous promets, d'ici la fin de cette vidéo, vous apprendrez à voir ce qui est caché aux yeux de la majorité et, peut-être, vous sauverez la santé, voire la vie de vos proches. Commençons par clarifier un point crucial. Dans notre culture, la vieillesse est souvent entourée d'une aura de stéréotypes mélancoliques mais nobles. Nous imaginons nos aînés assis à la fenêtre se remémorant leur jeunesse avec une douce nostalgie. Mais la dépression clinique n'a absolument rien à voir avec cette douce mélancolie. Ce ne sont pas des réflexions philosophiques sur les années écoulées. C'est une maladie médicale grave qui affecte le cerveau, modifie les processus chimiques et empoisonne littéralement l'existence de la personne. Le problème, c'est que la santé mentale des personnes âgées a été ignorée pendant des décennies. Toute plainte concernant l'apathie, la tristesse ou le manque d'énergie a été attribuée au processus inéluctable du vieillissement. À quoi vous attendiez-vous à 70 ans? C'est une phrase que beaucoup ont malheureusement entendue. Et cette approche a conduit des millions de personnes à souffrir en silence, sans recevoir l'aide nécessaire, simplement parce que ni elles, ni leurs proches ne comprennent qu'il s'agit d'une maladie et non d'une fatalité de l'âge. Abordons d'abord l'idée reçue la plus fréquente et peut-être la plus dangereuse. C'est le mythe numéro 1. Ce n'est pas de la dépression, c'est juste le caractère qui s'aigrit avec l'âge. Votre mère est devenue râleuse, votre père est caustique et trouve toujours quelque chose à redire. On dirait qu'ils se sont transformés en ces vieux grincheux stéréotypés. Mais regardons au-delà des apparences. Imaginez une personne qui se sent constamment épuisée, impuissante, et au fond de laquelle s'ouvre un abîme de désespoir. La moindre bagatelle, la plus petite requête, est perçue comme une tâche insurmontable. Le bruit des petits enfants qui jouent, qui autrefois apportait de la joie, devient soudain assourdissant. La simple nécessité d'aller faire des courses se transforme en une expédition sur l'Everest. Dans ce contexte, l'irritabilité et la colère ne sont pas des traits de caractère, c'est une réaction de défense. C'est la manière qu'a une personne affaiblie, épuisée par la maladie, de se barricader contre un monde qui lui demande des forces qu'elle n'a tout simplement plus. C'est un cri de détresse. « Laissez-moi tranquille, je n'y arrive plus. » Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à cette colère ou à ce grognement que vous trouvez injustifié, ne vous braquez pas. Demandez-vous qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette carapace épineuse. Pour bien saisir la situation, commençons par définir ce qu'est la dépression chez nos aînés en se basant sur la science. Ce n'est pas qu'une simple baisse de morale, c'est un trouble complexe qui affecte à la fois nos émotions, notre façon de penser et même notre état physique. Dans le cerveau, l'équilibre des neurotransmetteurs est perturbé. Ce sont des substances chimiques essentielles comme la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Ces substances sont responsables de la communication entre les cellules nerveuses. Elles régulent notre humeur, notre sommeil, notre appétit et notre motivation. Lorsque ce mécanisme se dérègle, le monde perd littéralement ses couleurs. Imaginez un instant notre vieux téléviseur, celui dont les réglages de couleurs sont défectueux. L'image est là, certes, mais elle est terne, grise, sans vie. C'est exactement ce qui se passe dans le cerveau d'une personne touchée par la dépression. Il est crucial de comprendre que cet état ne disparaît pas tout seul, juste en se disant « il faut que je me prenne en main ». La seule volonté ne peut pas forcer le cerveau à produire la quantité nécessaire de sérotonine. C'est une maladie à part entière, au même titre que le diabète ou l'hypertension. Elle nécessite un diagnostic et un traitement professionnel et non des leçons de morale ou des injonctions du type « arrêtez de vous laisser aller ». Gabi.
Le premier signe, et sans doute le plus parlant, c'est ce qu'on appelle l'anédonie, un mot compliqué qui cache une réalité simple et effrayante, la perte de la capacité à prendre du plaisir. Ce qui apportait de la joie autrefois devient indifférent, voire même provoque de l'irritation. Rappelez-vous votre grand-mère, elle dévorait peut-être les feuilletons ou passait des heures entières à s'occuper de ses semis sur le balcon. Maintenant, la télé est éteinte et les jardinières sont toutes poussiéreuses. Ou bien votre grand-père, qui jouait passionnément à la patience chaque samedi, ou lisait son journal du début à la fin, reste désormais assis à fixer le vide. Attention, ce n'est pas de la paresse, ni un simple ras-le-bol, c'est l'un des symptômes principaux de la dépression. Le cerveau perd littéralement sa capacité à ressentir la joie. Le plat préféré semble fade, discuter avec les petits-enfants devient épuisant, et le beau temps dehors n'a plus aucun sens. Si vous constatez que votre proche a délaissé ses vieux passe-temps et ses passions, et que lorsque vous lui demandez « Pourquoi ?», il répond quelque chose comme « J'en ai plus envie », c'est lassant ou je n'ai pas la force, c'est un signal d'alarme très sérieux. C'est le signe que les couleurs disparaissent de sa vie. Un deuxième indicateur important, c'est un bouleversement complet des habitudes de sommeil. Et attention, cela peut se manifester de façon très différente. La version classique, bien sûr, c'est l'insomnie. La personne n'arrive pas à s'endormir, elle tourne et se retourne dans son lit, assaillie par des pensées angoissantes. Il arrive aussi qu'elle se réveille en pleine nuit, vers 3 ou 4 heures du matin, avec une sensation de vague tristesse ou d'angoisse inexpliquée, et qu'elle ne parvienne plus à fermer l'œil. Au matin, elle se lève complètement épuisée, pas du tout reposée, et ce cercle vicieux se répète jour après jour. Mais il y a l'autre extrême, le revers de la médaille, l'hypersomnie ou la somnolence excessive. On a l'impression que notre proche dort tout le temps, la nuit, bien sûr, mais aussi la majeure partie de la journée. Il peut s'assoupir dans son fauteuil devant la télévision, se coucher après le petit déjeuner et dormir jusqu'à midi. De l'extérieur, cela peut ressembler à un simple besoin de repos normal lié à l'âge. Or, en réalité, ce type de sommeil n'est pas réparateur. C'est une fuite face à la réalité pénible, face à la douleur morale, au sentiment de désespoir. Lorsque l'éveil devient insupportable, le sommeil apparaît comme la seule échappatoire. Par conséquent, si le sommeil de votre proche a changé brutalement, que ce soit vers l'insomnie ou la somnolence, dites-vous bien que ce n'est pas uniquement la vieillesse qui fait ça. Il s'agit peut-être d'un véritable signal de détresse envoyé par son système nerveux. Le troisième signal d'alarme sur lequel nous devons nous concentrer concerne les changements d'habitudes alimentaires, qui entraînent des variations de poids importantes. Comme pour les troubles du sommeil, nous retrouvons ici deux extrêmes possibles. La première est la perte d'appétit. La personne se met à manger beaucoup moins. Elle refuse ses plats préférés, se dit ne pas avoir faim, ou qu'elle a l'estomac noué. Les portions diminuent fortement et parfois les repas sont purement et simplement sautés. Cela peut entraîner une perte de poids rapide et significative, ce qui est particulièrement dangereux chez les personnes âgées, car cela conduit à la faiblesse, à la fonte musculaire et aggrave l'état de santé général. Bien souvent, les proches peuvent penser qu'il s'agit d'un problème d'estomac et traiter la mauvaise cause. Le deuxième extrême, c'est au contraire l'excès alimentaire, le fait de trop manger avec une attirance particulière pour les aliments simples et riches en glucides, les sucreries, les produits à base de farine. Dans ce cas, la nourriture devient la seule source accessible d'émotions positives rapides, une manière de te noyer l'anxiété et la tristesse. Ce gain de poids surcharge le cœur et les articulations et peut exacerber des maladies chroniques comme le diabète. Dans les deux situations, ces changements soudains d'appétit ne sont pas de simples caprices, c'est le symptôme d'un profond mal-être qu'il ne faut jamais négliger. Le quatrième signe, c'est cette fatigue constante, omniprésente, absolument écrasante. On ne parle pas ici de la fatigue normale, celle que l'on ressent après une bonne journée de jardinage ou une longue marche. C'est un état où on n'a plus la force d'accomplir les gestes les plus élémentaires. Se lever du lit, faire sa toilette, préparer son petit déjeuner, tout devient une épreuve. La moindre action nécessite un effort mental colossal. Les gens décrivent souvent ce ressenti par des phrases très fortes.
J'ai l'impression qu'on m'a siphonné toute mon énergie. Mon corps est lourd comme du plomb. Ou encore, ma batterie est à plat et impossible de la recharger. Vu de l'extérieur, cela est trop souvent confondu avec de la simple paresse ou de l'apathie, mais c'est en réalité une manifestation physique très concrète de la dépression. La maladie paralyse littéralement les réserves d'énergie de l'organisme. Imaginez un instant votre téléphone dont l'accumulateur serait usé à 90%. Vous le laissez charger toute la nuit, mais au matin, il n'a que 10% d'autonomie, et ça fond à vue d'œil. C'est exactement ce qui se passe pour la personne. Elle peut dormir 10 ou 12 heures et se réveiller encore plus épuisée que la veille au soir. Cette faiblesse exténuante empêche de mener une vie normale. Elle oblige à refuser des invitations, des sorties, ce qui, au final, enferme la personne dans l'isolement et aggrave son état. Le cinquième signe, et sans doute le plus cruel à vivre, c'est ce sentiment permanent de culpabilité, d'être inutile, et surtout un désespoir absolu. Des pensées négatives dominent totalement l'esprit de la personne, qu'elle concerne elle-même, le monde qui l'entoure ou l'avenir. Elle va se blâmer sans raison pour de vieilles erreurs, se persuader qu'elle est devenue un fardeau pour ses enfants ou ses petits-enfants, ou regretter amèrement d'avoir malmené sa vie. La moindre broutille, un thé renversé, un mot oublié, est amplifiée jusqu'aux proportions d'une catastrophe cosmique. C'est, pour elle, la preuve irréfutable de sa propre nullité. On l'entend répéter des phrases comme « je ne fais qu'ennuyer les autres », « je ne sers à rien du tout » ou « le monde se porterait mieux sans moi ». L'avenir est vu exclusivement en noir, sans la moindre lueur d'espoir. La personne est absolument certaine que rien ne s'arrangera, que rien de bon ne l'attend, et que ses souffrances ne cesseront jamais. Ce sentiment de désespoir total est l'un des aspects les plus dangereux de la dépression, car c'est lui qui peut conduire aux idées suicidaires. Mais il est crucial de comprendre ceci, ce n'est pas une évaluation objective de la réalité, c'est une vision du monde totalement déformée, comme si la maladie lui faisait porter des lunettes noires en permanence. Le sixième symptôme, et celui-ci est très souvent mis sur le compte du vieillissement normal, concerne les troubles cognitifs. Il s'agit de difficultés à se concentrer, de problèmes de mémoire et d'une altération de la capacité à prendre des décisions. La personne éprouve des difficultés à se plonger dans un livre ou à suivre un film, et elle perd facilement le fil d'une discussion. Elle peut oublier où elle a mis ses clés, ses lunettes, ou même la raison pour laquelle elle est entrée dans une pièce. Les rendez-vous importants, notamment les visites chez le médecin, sont facilement oubliés. Même les choix quotidiens les plus anodins, comme décider du menu du dîner ou de la tenue à porter, deviennent des obstacles. Les tâches administratives, qui étaient auparavant automatiques, comme payer les factures ou remplir des formulaires, semblent tout à coup insurmontables et peuvent générer une véritable panique. Naturellement, les proches s'alarment et craignent le pire, la maladie d'Alzheimer ou une autre forme de démence. Et bien que la dépression puisse effectivement être un précurseur de ces maladies, il est très fréquent que ces problèmes cognitifs soient en réalité un symptôme de la dépression elle-même. Dans ce cas, ils sont entièrement réversibles grâce à un traitement approprié. C'est ce que les spécialistes appellent la pseudodémence. Le cerveau, surchargé par les pensées négatives et l'anxiété, n'a tout simplement plus les ressources nécessaires pour accomplir les autres tâches. Il est donc essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives. Avant de poser un diagnostic grave, il faut impérativement écarter la piste de la dépression. Et puis, il y a le septième signe, celui qui peut tromper absolument tout le monde, même les spécialistes. Ce sont les manifestations dites somatiques, c'est-à-dire les problèmes qui touchent le corps. Il faut savoir que très souvent, la dépression se déguise en maux physiques divers. La personne peut se plaindre de maux de tête chroniques, de douleurs au dos, aux articulations, ou même de gênes inexpliquées au niveau du cœur. Les problèmes digestifs sont fréquents, constipation, diarrhée, cette impression de lourdeur dans l'estomac. On peut aussi ressentir des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, ou avoir l'impression constante de manquer d'air.
Du coup, la personne entame un véritable marathon médical. Elle consulte cardiologue, neurologue, gastro-entérologue. Elle subit des examens innombrables, échographie, IRM, des dizaines de prises de sang. Mais les médecins désemparés doivent conclure: sur le plan purement physique, vous êtes en bonne santé. C'est une situation terriblement épuisante. La personne ressent une vraie douleur, mais on lui donne l'impression qu'elle invente tout. En réalité, la souffrance psychique est tellement intense qu'elle finit littéralement par traverser le corps. C'est ce que nous appelons la somatisation. La détresse de l'esprit trouve un échappatoire à travers ses symptômes physiques. Donc, si un de vos proches se plaint sans cesse de sa santé et que les médecins ne trouvent aucune cause objective à ses douleurs, il faut vraiment se poser la question: est-ce que ce ne serait pas, finalement, la dépression qui est masquée? Et maintenant, permettez-moi de briser une autre idée reçue, très toxique celle-là, qui est étroitement liée à ce que nous venons de dire. C'est le deuxième mythe. À notre âge, il est normal d'avoir mal partout. Bien sûr, avec le temps, les maladies chroniques font leur apparition. L'arthrite, l'hypertension ou encore la maladie coronarienne sont des réalités objectives pour beaucoup d'entre nous. Mais attention, la dépression vient aggraver ces situations. Elle ajoute des souffrances inutiles, des douleurs qui pourraient être évitées. Quand on est déprimé, la douleur physique est ressentie bien plus intensément. Une personne en dépression a beaucoup plus de mal à suivre les prescriptions médicales, par manque d'énergie et de motivation. On peut oublier de prendre ses médicaments, négliger de vérifier sa tension ou son taux de glycémie. La dépression diminue le seuil de tolérance à la douleur. Ce qu'une personne en bonne santé considérerait comme un léger inconfort se transforme en une véritable torture insupportable pour celui ou celle qui souffre de dépression. Et c'est là le point crucial. La dépression est elle-même un facteur de risque majeur dans le développement et l'aggravation de nombreuses pathologies physiques. Elle augmente le risque d'infarctus ou d'AVC, elle affaiblit votre système immunitaire et ralentit considérablement la guérison après une opération. C'est pourquoi l'idée que c'est normal d'avoir mal est un très mauvais service que l'on se rend. Nous devons faire la distinction. Il y a la douleur objective liée à l'arthrose, par exemple, et il y a la douleur amplifiée et assombrie par la dépression. Et si l'on peut agir sur cette seconde partie, alors il faut le faire, absolument. L'isolement social chez nos aînés est à la fois un symptôme et l'un des principaux moteurs de la dépression. C'est un véritable cercle vicieux. D'une part, la dépression pousse à l'évitement. La personne manque d'énergie, n'a plus le moral, se sent inintéressante. Et surtout, elle a peur d'être un fardeau pour les autres. Résultat, elle refuse les sorties, ne téléphone plus à ses proches et s'isole lors des rassemblements familiaux. Il lui semble plus facile, plus sûr, de rester seule, coupée du monde. D'autre part, c'est justement cet isolement qui alimente et amplifie la maladie. La personne se trouve privée des plaisirs simples de la conversation, du soutien amical et de ce sentiment précieux d'être encore utile. Elle se retrouve seule face à ses pensées sombres qui se mettent alors à proliférer comme de la moisissure dans une cave humide. Le départ à la retraite, le deuil d'un conjoint ou d'amis, l'éloignement des enfants, tous ces événements réduisent drastiquement le tissu social et constituent un terreau fertile pour l'installation de la dépression. Il arrive que la personne ne parle à personne pendant des jours, si ce n'est au caissier du supermarché. D'ailleurs, des études montrent que cet état d'isolement prolongé est aussi nocif pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Par conséquent, si vous constatez que votre proche s'est transformé en ermite, il ne s'agit pas d'un simple besoin de se retrouver. C'est un signal d'alarme sérieux qui nécessite absolument votre intervention. Nous l'avons déjà évoqué, mais il est important d'y revenir plus en détail. Pourquoi la dépression chez les personnes âgées se manifeste-t-elle si souvent, non pas par des larmes et de la tristesse, mais plutôt par de l'irritabilité, de la colère, voire de l'humeur acariâtre? Dans la société, nous avons une idée reçue. La dépression, c'est forcément pleurer dans son coin. Par conséquent, quand on voit une personne âgée en colère, perpétuellement insatisfaite, l'idée qu'elle puisse souffrir de dépression ne nous effleure même pas l'esprit. Ce masque de colère est particulièrement fréquent chez les hommes de l'ancienne génération.
Depuis leur enfance, on leur a martelé « Un homme, ça ne pleure pas. C'est une honte de se plaindre. Il faut être fort. » Ils n'ont jamais appris à verbaliser leurs sentiments. Ils sont incapables d'admettre leur faiblesse ou leur vulnérabilité, même à eux-mêmes. Et toute cette douleur intérieure, cette angoisse et ce désespoir qu'ils ne peuvent pas exprimer par les larmes, se transforment et trouvent une échappatoire sous forme d'agressivité. La colère devient alors, pour eux, la seule façon socialement acceptable de montrer qu'ils vont mal. Ils peuvent s'en prendre à leurs proches pour des futilités, critiquer absolument tout et accuser leur entourage de tous leurs maux. Il est crucial de comprendre que cette colère n'est pas dirigée contre vous. C'est le reflet déformé de leur propre souffrance intérieure. Derrière cette façade d'irritabilité se cache une personne profondément malheureuse et effrayée, qui a désespérément besoin d'aide, mais qui ne sait absolument pas comment la demander. Il est essentiel de bien comprendre que la dépression, lorsqu'elle survient passé un certain âge, n'arrive presque jamais seule. Elle est souvent très étroitement liée à d'autres problèmes de santé sérieux et il devient difficile de démêler les chevaux. Qu'est-ce qui cause quoi? Prenons l'exemple des maladies cardiovasculaires. La dépression augmente significativement ce risque. Le stress chronique qu'elle génère finit par user nos vaisseaux et notre cœur. Inversement, avoir subi un événement grave comme un infarctus ou un AVC, un accident vasculaire cérébral, est un facteur déclencheur majeur pour développer une dépression post-infarctus ou post-AVC. On observe aussi un lien fort entre la dépression et les maladies de Parkinson ou d'Alzheimer. Dans ces cas-là, la dépression est même souvent l'un des tout premiers signaux, une manifestation qu'on appelle préclinique, qui apparaît parfois des années avant les troubles moteurs ou les difficultés cognitives manifestes. De plus, la dépression aggrave l'évolution du diabète, des douleurs chroniques et des problèmes de thyroïde. On tombe alors dans un véritable cercle vicieux. La maladie physique provoque l'épisode dépressif et cette dépression rend ensuite le traitement de la maladie somatique beaucoup moins efficace. C'est précisément pour cela qu'il est indispensable d'adopter une approche globale où l'on prend en charge non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Mais pourquoi nos aînés s'obstinent-ils tant à cacher leur état réel? Pourquoi répondent-ils systématiquement « tout va bien », même quand une tempête fait rage au fond d'eux? Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la peur d'admettre une faiblesse, la peur de devenir une charge pour leurs enfants. Ils voient bien que vous êtes pris par vos vies, le travail, les soucis, les responsabilités. Ils s'imaginent que leurs angoisses ne sont qu'une broutille qui ne mérite pas de vous encombrer. Ils refusent de vous imposer leurs problèmes. Deuxièmement, la honte. Pour cette génération qui a grandi avec l'idée qu'il fallait tenir bon et serrer les dents, consulter un psychologue ou un psychiatre reste perçu comme une faiblesse, l'aveu d'un échec personnel. Ils craignent d'être jugés comme des fous ou d'être fichés. Ces stéréotypes, hélas, sont extrêmement tenaces. Troisièmement, ils peuvent tout simplement ne pas comprendre ce qui leur arrive. Ils n'identifient pas leur état comme une maladie. Pour eux, c'est juste la vieillesse, la fatigue ou un simple mauvais caractère. Ils ignorent que ce mal-être peut et doit être traité, qu'il est possible de se sentir mieux. C'est pourquoi ils souffrent en silence. Notre devoir est donc de faire preuve de délicatesse et d'une grande observation pour les aider à franchir ces barrières. Il est important de noter que les signes de dépression chez les hommes et les femmes, particulièrement chez nos aînés, peuvent se manifester différemment. Comme mentionné, les hommes ont tendance à masquer leur mal-être derrière la colère, l'irritabilité ou l'agressivité. Ils peuvent chercher à noyer leur chagrin ou leur douleur morale dans l'abus d'alcool. Ils adoptent parfois des comportements risqués, se montrant négligents au volant ou à la maison. Fait important, ils se plaignent rarement de leur morale, mais évoquent plus souvent des symptômes physiques comme des douleurs, une fatigue persistante ou des problèmes de puissance sexuelle. Ils sont aussi plus enclins à l'isolement social et à se renfermer sur eux-mêmes. Chez les femmes, la dépression suit un schéma plus traditionnel. Elles reconnaissent plus facilement la tristesse, le vague à l'âme et la propension à pleurer. Elles expriment plus fréquemment des sentiments de culpabilité et d'inutilité. Leur dépression se manifeste souvent par de l'anxiété, des craintes pour l'avenir ou des inquiétudes concernant leur santé et celle de leurs proches.
De plus, les femmes présentent plus fréquemment des symptômes somatiques. Ce sont des douleurs et des malaises variés pour lesquels les examens médicaux ne trouvent aucune cause physique claire. Comprendre ces différences de genre est essentiel. Cela vous permettra d'être plus attentif aux signes atypiques et de détecter le problème rapidement, même si cela ne ressemble pas à une dépression classique. Voilà, vous avez remarqué des signes préoccupants et vous souhaitez en parler avec un proche. C'est peut-être l'étape la plus délicate et la plus cruciale. Un mot malheureux, et la personne risque de se refermer définitivement. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas dire? Les phrases qui font mal. Reprends-toi, ne te laisse pas abattre. Il y a bien pire ailleurs, arrête de te plaindre. Ou le classique, va juste marcher un peu, ça ira mieux. De tels propos minimisent la souffrance et ne font qu'augmenter la culpabilité de votre proche face à son état. Alors, comment engager la conversation correctement? Choisissez un moment tranquille où vous ne serez pas dérangé. Parlez en votre nom en utilisant le « je », les fameux messages « je ». N'ayez pas recours au « tu es devenu agressif », mais plutôt « je m'inquiète pour toi parce que je remarque que tu es souvent triste ces derniers temps ». Évitez le « tu as tout laissé tomber », préférez « je vois que tu n'as plus d'énergie pour ton passe-temps favori et cela m'inquiète ». Faites preuve d'empathie. Dites « je ne peux pas comprendre complètement ce que tu ressens, mais je vois bien que c'est très difficile pour toi et je suis là pour t'aider ». N'offrez pas de conseils, posez plutôt des questions ouvertes. Proposez votre aide par des actions concrètes. Si on allait voir le médecin ensemble juste pour faire un bilan de santé, je prends rendez-vous et je t'accompagne. Le plus important, c'est de lui faire sentir que vous êtes là, que vous êtes de son côté et que vous ne le jugez pas. Nous en arrivons maintenant au troisième mythe tenace. Les médicaments, c'est dangereux, ils vont le transformer en légume. Cette crainte envers les antidépresseurs et toute la psychopharmacologie est très répandue, particulièrement chez notre génération. Elle repose souvent sur une image obsolète, celle des traitements d'il y a 40 ou 50 ans, qui, c'est vrai, pouvaient entraîner de nombreux effets secondaires indésirables. Or, la pharmacologie moderne a fait d'énormes progrès. Les antidépresseurs d'aujourd'hui, surtout ceux de la famille des ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, sont des traitements très efficaces avec un minimum d'effets secondaires. Ils n'entraînent pas de dépendance, ils ne changent absolument pas la personnalité de la personne et ne la transforment certainement pas en légume. Leur rôle est de corriger de manière douce et précise un déséquilibre chimique dans le cerveau, en aidant à restaurer le niveau normal des neurotransmetteurs. C'est l'équivalent de donner de l'insuline à un diabétique ou un traitement pour la tension à un hypertendu. Il est bien sûr évident que seul un médecin psychiatre doit choisir le traitement et le dosage, en tenant compte de votre âge et des éventuelles maladies associées. L'automédication est ici totalement à proscrire, mais il ne faut absolument pas avoir peur de ces médicaments. Pour beaucoup de gens, c'est la seule véritable chance de retrouver une vie normale et épanouie. Souvent, on se concentre sur les médicaments pour soigner la dépression. Pourtant, l'accompagnement psychologique, la psychothérapie, est tout aussi essentiel. On pourrait se demander pourquoi nos aînés iraient-ils parler à un inconnu. Après tout, ils ont leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants. Mais le psychothérapeute n'est pas un simple ami à qui l'on se confie. C'est un professionnel formé qui utilise des techniques spécifiques pour aider la personne à modifier sa manière de penser et d'agir. Premièrement, le cabinet du thérapeute est un lieu neutre où l'on peut vider son sac, exprimer tout ce que l'on a sur le cœur sans crainte d'être jugé ou mal compris. C'est l'endroit pour aborder les sujets délicats, les peurs, les regrets, les rancœurs ou même la peur de la mort. Ce sont des thèmes qu'on n'ose souvent pas partager, même avec les plus proches. Deuxièmement, le thérapeute aide à identifier et à remettre en question ces fameuses pensées automatiques négatives qui nourrissent la dépression. Des idées comme « je ne sers plus à rien » ou « je suis un poids pour ma famille » sont décortiquées. La personne apprend alors à adopter un regard plus juste et plus réaliste sur elle-même et sur sa situation. Troisièmement, la psychothérapie est cruciale pour retrouver des repères et un nouveau sens à la vie, surtout après un passage difficile comme la retraite ou la perte d'un être cher.
C'est un véritable travail d'adaptation pour s'intégrer à cette nouvelle étape de l'existence. La thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, est particulièrement recommandée dans ce contexte. Ce n'est pas un flux de conversations interminables sur le passé, c'est un travail structuré, très concret, orienté vers des résultats mesurables, ici et maintenant. Au-delà de l'aide des spécialistes, les méthodes qui n'impliquent pas de médicaments sont cruciales. Vous pouvez beaucoup contribuer à leur organisation. Le premier point, et le plus important, c'est le rythme de vie. La dépression tend à plonger l'existence dans le chaos. Une routine bien établie, à l'inverse, procure un sentiment de contrôle et de stabilité. Veillez à ce que votre proche se lève et se couche à peu près à la même heure et que les repas soient pris régulièrement. Le deuxième, c'est l'activité physique. Nul besoin de battre des records. Une simple promenade de 15 à 20 minutes au grand air fait des miracles. L'effort physique libère des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Si possible, proposez-lui de marcher ensemble, c'est un soutien à la fois physique et affectif. Troisièmement, la lumière du soleil. Elle stimule la production de vitamine D et de sérotonine. Assurez-vous que la pièce soit bien éclairée pendant la journée. N'hésitez pas à ouvrir grand les rideaux. Quatrièmement, l'alimentation. Son régime doit être suffisamment riche en acides gras oméga 3, que l'on trouve notamment dans le poisson gras, en vitamines du groupe B, céréales complètes, légumes verts, et en tryptophane, que l'on trouve dans les bananes, la dinde ou le fromage. Et enfin, cinquièmement, les activités régulières et réalisables qui procurent un peu de satisfaction, un sentiment d'utilité, et qui donnent l'impression d'être occupé. Et pour finir, ce qui est vraiment capital, c'est votre rôle à vous. Vous ne pouvez pas, à vous seul, guérir la dépression de votre proche. C'est le travail des spécialistes. Mais vous pouvez faire quelque chose qu'aucun médecin ne pourra jamais faire, lui donner un sentiment d'amour, de soutien et surtout lui donner le sentiment d'être nécessaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dès aujourd'hui? Premièrement, soyez simplement là, à ses côtés. Il n'est pas nécessaire de parler tout le temps. Parfois, une présence silencieuse, une étreinte ou regarder un film ensemble en disent plus long que 1000 mots. Deuxièmement, écoutez. Écoutez activement, sans interrompre et sans donner de conseils s'il n'en demande pas. Laissez simplement la personne s'exprimer et se vider le cœur. Troisièmement, aidez-le dans le quotidien. Prenez en charge certaines tâches qui sont devenues trop lourdes pour lui. Faire les courses, l'aider à faire un peu de ménage. Cela va lui enlever le poids de la culpabilité face à ce sentiment de inefficacité. Quatrièmement, félicitez-le pour le moindre petit progrès. Il s'est levé et a préparé son petit déjeuner. Dites-lui « C'est formidable, tu es vraiment courageux. » Il est sorti faire un tour. « Je suis tellement content que tu aies pris l'air. » Et le plus important de tout, n'abandonnez jamais. Le traitement de la dépression est un processus, il peut être long et il y aura forcément des rechutes. Mais votre foi en votre proche, votre patience et votre amour sont la ressource la plus puissante sur le chemin de la guérison. Alors, faisons le point. La dépression chez la personne âgée, ce n'est ni un signe de mauvais caractère, ni de la paresse, ni même un passage obligé de la vieillesse. C'est une maladie grave et sournoise qui se masque sous l'apparence de la fatigue, de l'irritabilité ou de douleurs physiques inexpliquées. Elle vole la joie de vivre non seulement à la personne concernée, mais aussi à tout son entourage. L'essentiel que nous devons retenir aujourd'hui, ce sont ces 7 signes majeurs. La perte d'intérêt pour la vie, les troubles du sommeil et de l'appétit, une fatigue persistante, le sentiment de culpabilité, les difficultés de concentration et ces douleurs inexpliquées. Ce sont des signaux que l'on ne doit absolument pas ignorer. Le déclic majeur qui doit s'opérer, c'est de comprendre que la dépression peut et doit être soignée, quel que soit l'âge. La médecine moderne propose désormais des méthodes efficaces et sûres. En ignorant le problème, nous ne faisons pas preuve de respect pour l'âge, nous condamnons au contraire notre proche à une existence douloureuse. N'oubliez pas, votre attention et votre sollicitude peuvent devenir cette bouée de sauvetage qui tirera la personne que vous aimez hors du gouffre du désespoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo importante jusqu'au bout. Si vous trouvez que cette information est utile,
mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Et je vous le demande sincèrement, partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à ce type de comportement chez vos proches? Comment avez-vous réagi et qu'est-ce qui vous a aidé? Votre expérience est un soutien inestimable pour les centaines d'autres personnes qui en ce moment même sont à la recherche de réponses. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez